RCF. Le collectif Nivernais pour une agriculture durable, l'association Les Trois Prés et la Ligue de protection des oiseaux de la Nièvre présentent Planète Nièvre, la mensuelle des enjeux environnementaux de notre département. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil. Bonjour chers auditeurs de Planète Nièvre sur RCF. À mes côtés comme toujours Geneviève et Daniel. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour Christophe. Aujourd'hui nous allons vous parler de permaculture. Permaculture. Vous avez dit permaculture ? Arletty l'aurait sans doute dit beaucoup mieux. Et lorsque l'on tape le mot permaculture sur Google, il y a 15 millions de résultats. Alors que il y a seulement 10 ans, c'était quelque chose de tout à fait confidentiel et maintenant il y a un véritable engouement pour ce sujet. Daniel, comment expliques-tu ça ? Je ne suis pas devin, mais il semble que l'enthousiasme bien réel pour la permaculture traduit un désir profond de changement pour de plus en plus de gens. Notre monde ne va pas bien. Faire l'autruche devient de plus en plus difficile, à part pour nos gouvernants et les gros industriels qui dirigent le monde et s'en mettent plein les poches. Il y a dans la permaculture un espoir, une voie nouvelle à la portée de tous pour sortir de l'impasse et, osons le dire, pour retrouver le goût du bonheur. Daniel, tu as rencontré 2 permacultrices, puisque c'est comme ça qu'il faut le dire, de notre département. La première, Karine Maillot, qui est par ailleurs auteure de 2 livres sur le sujet. Et ensuite, Rosine Trilly, aide-soignante à la retraite depuis 1 an. Oui, j'ai également rencontré des personnes dont la démarche pourrait s'inscrire dans cette philosophie permacole. Xavier Candel, de la société Aquatiris, spécialisée en assainissement par phytoépuration. Anne Pielot, enseignante qui a restauré une vieille maison. Laurie Saulnier, chargée de prévention déchets à la communauté de communes Loire, Nièvre et Bertrange. James Niblo, initiateur du Reaper Café de la Charité sur Loire. Et enfin, Marion Bertin, animatrice pour l'Office central de la coopération à l'école, qui a autoconstruit sa maison en paille en faisant appel à des chantiers participatifs. Oui, mais avant d'aller à leur rencontre, Daniel, peux-tu nous éclairer un petit peu sur la permaculture ? En fait, la permaculture consiste à intégrer de façon systématique et concrète le souci de la permanence dans nos choix individuels et collectifs. C'est une façon d'aborder la vie qui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est prendre soin de la terre, le sol, mais aussi la planète. En d'autres termes, nous devons vivre selon nos moyens écologiques, c'est-à-dire sans exercer une empreinte écologique insoutenable pour la planète et pour ses habitants, actuels et futurs, qu'ils soient humains ou non humains. Le second, être attentif à l'humain, vise à installer le plus de durabilité et de solidarité possible dans les rapports humains. Être attentif à l'humain commence par être attentif à soi-même et ses besoins primordiaux. C'est aussi faire preuve de bienveillance pour nos proches, nos voisins, mais aussi ceux qui vivent loin de nous. Et c'est aussi se soucier de ceux qui viendront après. Dans le 3e pilier, il s'agit de prendre notre juste part et de redistribuer le surplus, ce qui signifie en gros fixer des limites à la consommation et partager équitablement. Cela peut être de la nourriture, des objets, mais aussi des savoirs. Tout un programme, vous voyez ? Oui, donc c'est peut-être une surprise pour certains auditeurs, mais finalement, on peut faire de la permaculture en vivant dans un appartement en ville et en ne mettant jamais les pieds dans un potager ou en adhérant à une AMAP tout simplement. Bien, disons à chacun d'entre nous de trouver notre niche écologique pour la pratiquer. Donc maintenant, allons sur le terrain à la rencontre d'une experte. Alors là, nous arrivons dans un jardin au milieu d'une prairie avec les collines tout autour. C'est très joli. Nous sommes chez Karine Maillot, qui est auteure de plusieurs livres sur la permaculture et qui partage sa vie entre Paris et ce petit coin de Nièvre, pas très loin de Corbigny. Karine, pouvez-vous nous expliquer en quoi votre jardin est particulier ? Alors c'est un jardin donc qui s'inspire de la permaculture et je pense qu'il est particulier surtout à cette période de l'année, au sortir de l'hiver, parce qu'une partie du sol est paillée pour respecter la vie du sol, pour favoriser toutes les petites bêtes, les mettre à l'abri et puis les mettre à l'abri aussi des pluies fortes qui pourraient lessiver le sol.
Et puis, on voit aussi qu'une partie de ce jardin est déjà cultivée, soit parce que des légumes, des graines de légumes ont été semées à l'automne, ou soit parce qu'elles ont été semées vers la fin de l'hiver, alors sous abri, sous tunnel ou sous châssis. Et donc, c'est, je pense, ce qui fait la différence avec la plupart des jardins alentours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la permaculture ? Alors, la permaculture, c'est une philosophie de vie qui vise à créer un monde soutenable, durable. Dans permaculture, il y a le mot permanence, donc un monde qui soit un peu autonome et qui s'inspire du fonctionnement de la nature. Alors évidemment, le fonctionnement de la nature, ça nous ramène tout de suite au jardin. La permaculture a de nombreuses applications au jardin. On va essayer de créer des écosystèmes qui marchent un peu tout seuls, comme dans la nature. On va essayer de tendre vers l'équilibre au jardin, en accompagnant le mouvement naturel, en agissant avec la nature, plutôt qu'en faisant contre la nature. Alors je vois que dans votre jardin, il y a des haies qui sont en fleurs, là, parce que les prunelliers sont en fleurs. Il y a beaucoup d'oiseaux. Tout à l'heure, j'ai entendu la fauvette à tête noire qui chantait de son très joli chant. Il y a de l'herbe qui pousse et en même temps, c'est un jardin potager. Oui, c'est un jardin potager qui se situe au sein d'une prairie. Et dans cette prairie, on a choisi de laisser l'herbe monter parce que dans cette herbe, de nombreux animaux vivent, de nombreux insectes. Ça se voit tout de suite si on tond. Il y a quand même des petites parties que l'on tond, des allées. On voit dès que l'on tond, on voit toutes sortes d'insectes qui sont délogés. Donc, on va essayer de privilégier au maximum cette vie naturelle pour que justement cet équilibre de la nature puisse se faire. Et alors, au niveau des plantes, c'est assez foisonnant. Vous avez à la fois des arbres, des petits fruits, des légumes, des fleurs. Oui, on essaye d'accueillir toutes ces plantes en même temps. La permaculture nous donne plutôt une vision globale des choses au lieu de mettre d'un côté ces légumes, de l'autre côté les fleurs, de l'autre côté les arbres. Là, on va mettre tout ensemble parce qu'on part aussi de cette idée que tout est lié, tous les êtres vivants sont liés entre eux et au lieu de porter l'accent sur la compétition, on s'intéresse beaucoup à la coopération. Planète Nièvre, RCF. Et si on met tout ensemble au jardin, eh bien c'est pour imiter la nature et créer un écosystème naturel. On parle là de résilience, de diversité, d'autonomie, de durabilité. Ça produit une grande abondance de récoltes, des récoltes variées, en nourriture, en énergie, en biodiversité et en beauté. Et tout cela en utilisant des techniques efficaces et adaptées. Cette abondance naturelle, ce foisonnement, est l'une des caractéristiques des jardins menés en permaculture. Nous pouvons aussi nous inspirer de la permaculture dans notre vie quotidienne, au niveau individuel ou collectif. Donc la permaculture peut être mise en œuvre dans n'importe quel domaine. Elle peut concerner notre façon de produire de la nourriture, mais aussi notre façon d'habiter, de nous déplacer, de nous chauffer, de nous soigner, d'enseigner et tout ce qu'on veut. David Holmgren, l'Australien fondateur de la permaculture avec Bill Mollison dans les années 1970, a dessiné une fleur à 7 pétales, chacun représentant un secteur où peut s'exercer la permaculture. Construction et habitat, outils et technologies, finances et économie, santé et bien-être, culture et éducation, gouvernance et vivre ensemble. Je vous propose maintenant de me suivre à Suilly-la-Tour chez Rosine Trilly, qui est entrée en permaculture tout naturellement. Nous sommes dans le salon de la maison, qui est une pièce qui a été construite en ossature bois. Il y a une partie de la maison qui a été agrandie en structure paille. Là, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a vraiment l'impression d'être à la fois dehors et dedans. Rosine, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ça est arrivé ? Je pense que rien n'est arrivé. C'était normal de vivre comme ça. Ça fait partie de moi, ça fait partie de nous deux, de mon mari et moi, de ne pas se détacher de la nature et de vivre avec elle, de pouvoir la regarder de la maison et de l'intégrer à la maison, parce que la maison, mais elle est pleine de nature en même temps. Je pense que nous avions en projet il y a une dizaine d'années
de trouver un terrain pour pouvoir construire une maison en bottes de paille. Et en trouvant cette petite maisonnette de gare, ça nous a permis de pouvoir vivre dans la petite maisonnette et commencer à mettre en place notre projet de construction. Nous avons commencé par les agrandissements modules paille sur toute la partie nord de la maison, avec une grande terrasse couverte qui nous amène sur un salon véranda côté sud, monté en ossature bois et laine de bois. Ce qui nous a permis aussi d'avoir une dépense en énergie conséquente, puisqu'il y a une grande harmonie de chaleur dans toute la maison. Et on a réussi à se chauffer jusqu'au mois de janvier, juste avec un poêle à bois central. Tout ça, c'était en autoconstruction. Mon mari a réalisé cette œuvre, parce que c'est comme une œuvre, c'est un grand projet tout seul. Rosine Trilly possède un jardin avec une grande serre. Elle utilise aussi une serre chaude. C'est son voisin agriculteur qui lui fournit le fumier, qui va servir de litière chaude aux petites plantes qui, du coup, poussent à toute vitesse. Et puis elle a quelques poules pour les œufs et des chats pour le plaisir et la beauté. Avec son mari, ils se sont tout particulièrement penchés sur la gestion de l'eau. Pour la récupération d'eau, ça a été au départ un petit peu le problème, c'est d'avoir une grande serre de 164 mètres carrés avec beaucoup de légumes à arroser. Nous avons installé autour de la serre des gouttières qui sont amenées dans un bassin de récupération d'eau qui a été creusé à l'arrière de la serre. Vous avez continué à travailler sur l'eau en faisant l'été dernier une phytoépuration avec un grand bassin qui sert de piscine pour les enfants l'été. Bassin de baignade, parce qu'il y a quelques petites grenouilles qui viennent nous rendre visite. Alors tout ça pour avoir une véritable autonomie en eau, parce qu'on s'est rendu compte que le mois d'août était le pire des mois à vivre au niveau d'un jardin. Donc nous avons installé une cuve de 6000 litres d'eau enterrée avec une pompe de relevage qui fournit et le bassin d'alimentation de la serre et un bassin de phytoépuration suivi d'un bassin de baignade. Et alors pour la maison, vous m'avez dit que vous étiez aussi autonome en eau avec l'eau du puits. Oui, l'eau du puits a été remise sur le réseau en contrepartie du réseau public, puisqu'on ne peut pas se séparer du réseau public. Donc nous payons juste un contrat d'eau de réseau de public et mon mari a donc fait un réseau à part sur le puits avec filtre céramique, filtre charbon, filtre calcaire, et nous avons une eau qui est très agréable à boire. S'inspirer de la nature et créer des cercles vertueux en réponse à la gravité de la situation écologique afin que les scénarios les plus noirs ne se réalisent pas, telle est la permaculture. La permaculture pourrait être aussi ainsi une voie pour arriver à une nouvelle relation qui serait plus résiliente, qui serait plus dans la construction et non pas dans l'opposition, et qui nous permettrait peut-être de faire un peu changer le monde. Vous êtes toujours sur RCF à l'écoute de votre émission Planète Nièvre. Voici venu le temps de faire une pause musicale. Un hommage au grand Jacques Higelin nous tenait tous et tout à cœur. Merci à Jérôme pour avoir trouvé ce jardin extraordinaire. C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière. En disant thank you very much, Monsieur Trenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on, mais moi je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Dans ce jardin extraordinaire, il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, des petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont Monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver
un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard. Maman, dans ce jardin extraordinaire, loin des noirs buildings et des passages cloutés, il y avait un bal que donnaient des primes verts. Dans un coin de verdure, de petites grenouilles chantaient. De retour sur le plateau dans Planète Nièvre, notre émission se poursuit par la petite pause nature avec Daniel. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une petite souris, enfin, petite souris, façon de parler. C'est vrai, Christophe, les musaraignes ressemblent à des petites souris avec un museau allongé, mais la comparaison s'arrête là. Ce sont des insectivores et non des rongeurs. Avec un poids qui tourne autour de 10-12 grammes, elles sont les lilliputiennes du jardin. D'ailleurs, la grande famille des musaraignes a l'honneur de compter le plus petit mammifère du monde, la pachyure étrusque. Elle pèse entre 1,3 et 2 grammes et vit notamment dans les murets provençaux qui séparent les terres cultivées. Alors un nez pointu, très mobile, muni de vibrisses, des petites moustaches bien visibles, toujours en mouvement. Et donc ces moustaches hypersensibles permettent de savoir en une fraction de seconde à quelle bestiole elles ont affaire. Ainsi, tout arthropode ou larve qui se trouve sur le chemin est instantanément repéré et bien sûr croqué. Les musaraignes ont un rôle de régulation sur les insectes, mais aussi sur les petits vertébrés, comme le campagnol, dont horreur, elles dévorent les bébés au nid. Elles sont des auxiliaires d'autant plus efficaces qu'elles ont un appétit gargantuesque. Elles mangent chaque jour au moins l'équivalent de leur poids. Elles sont donc condamnées à chasser sans cesse. Et ça, c'est dû à un métabolisme très élevé qui impose une cadence infernale à la circulation sanguine et à la respiration. Selon les espèces, la fréquence cardiaque peut atteindre jusqu'à 1400 battements par minute. Oui, vous avez bien entendu. Par comparaison, un homme en bonne santé ne dépasse pas 60 à 80 battements par minute. Les musaraignes couronnées et leurs cousines Sorex ne peuvent pas entrer en hibernation à cause de ce métabolisme élevé. Mais elles ont développé une étonnante stratégie pour survivre aux périodes difficiles. L'hiver, un certain nombre de leurs organes, le foie, les reins, rétrécissent et leur cerveau peut même perdre jusqu'à 37% de son volume. Cette adaptation spectaculaire permet de réduire leurs besoins en nourriture pendant l'hiver. Chez les musaraignes, pas de pullulation, la femelle met bas de 2 à 6 jeunes jusqu'à 6 fois par an, mais comme ce sont des animaux qui vivent à peine plus d'un an et qui ne passent jamais plus d'un hiver en général, les femelles donnent donc naissance à une vingtaine de petits pendant leur vie tout au plus. Chez les musaraignes musettes, les plus fréquentes dans nos jardins, en cas de danger, un premier jeune s'agrippe à sa mère en mordant son postérieur près de la queue. Il est lui-même saisi de même par son frère ou sa sœur, et ainsi de suite, de façon à former une caravane que la mère peut vite entraîner à l'abri, sans devoir faire de multiples allers-retours. Ingénieux, non ? Eh oui, très ingénieux. Et vous le savez sans doute, les chats ne mangent pas les musaraignes car elles ont très mauvais goût. Pour autant, ça ne les empêche pas de chasser la musaraigne. Et alors, si vous en trouvez une qui est morte, abandonnée, regardez tout de suite le museau. S'il est pointu, bingo, c'est une musaraigne. Planète Nièvre, RCF. Donc, pour en revenir à notre dossier, nous devons vivre selon nos moyens écologiques, c'est-à-dire sans exercer une empreinte écologique insoutenable pour la planète et pour ses habitants actuels et futurs, qu'ils soient humains ou non humains. Et pour cela, nous devons construire des alternatives. N'est-ce pas ? Il en existe déjà plein. La phytoépuration, par exemple. Ce système d'assainissement individuel ou collectif qui s'inspire directement de la nature permet d'épurer les eaux usées avec l'aide des plantes. Je me suis rendue à Saint-Vérin, dans la Puisaye, où j'ai rencontré Xavier Candel de l'entreprise Aguatiris et Anne Pielot, une enseignante qui a rénové une vieille maison. Notre système d'assainissement était obsolète, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on fasse les travaux. On a donc cherché à ce qu'on pouvait faire, quelles étaient les solutions possibles. À coût à peu près équivalent, nous pouvions avoir quelque chose de beaucoup plus écologique.
ce qui a motivé en grande partie notre choix. En plus, esthétiquement, c'est très joli. Alors esthétiquement, c'est très très joli, en particulier l'été quand toutes les plantes sont en fleurs, que les roseaux sont bien verts et bien hauts. Pour nous, c'est grosso modo comme un massif de fleurs au milieu du jardin. Xavier Cantel, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles plantes vous utilisez pour la phytoépuration ? On appelle ça en fait un jardin d'assainissement. Donc comme le disait Anne, c'est vraiment à la fois un agrément esthétique et puis l'épuration des eaux usées. On utilise toujours pour la phytoépuration, quelle que soit la taille, des roseaux communs qui sont des espèces assez très résistantes. Et après, pour l'installation de la famille Piello, donc on a un deuxième filtre planté avec des plantes aquatiques variées. On a 7 variétés différentes. Donc on va trouver des massettes, des rubaniers, des salicaires, de la menthe aquatique, des iris, etc. Donc ça fait un massif vraiment très florissant avec des couleurs variées et vraiment c'est un plaisir d'avoir ça dans son jardin. Sachant qu'en plus c'est vraiment des systèmes très efficaces. On le voit, la beauté est un des critères recherchés en permaculture. Une beauté naturelle bien sûr, car elle participe du bien-être auquel chacun peut et surtout doit aspirer. Oui, donc un des principes fondamentaux de la permaculture, c'est l'observation. Observer avant d'agir. Aucune technique de permaculture n'est applicable partout. Avant de passer à l'acte, il est nécessaire de se poser des questions globales pour pouvoir mettre en place un système aussi résilient et durable que le sont les écosystèmes naturels. Anne Piello et son mari ont souhaité rénover leur maison le plus écologiquement possible. Ils ont installé des panneaux solaires pour l'eau chaude et ont autoconstruit un poêle de masse qui chauffe toute la maison. Enfin, ils ont fait installer une cuve à récupération d'eau de pluie assez grande qui leur permet d'alimenter les chasses d'eau et la machine à laver grâce à un système de pompe et de filtres. L'assainissement par phytoépuration faisait partie de ce tout. Il y a donc 1000 façons d'agir, que ce soit individuellement ou collectivement. Par exemple, les recycleries, qui incitent les citoyens à ne plus gaspiller. Nous allons écouter maintenant Laurie Saulnier de la communauté de communes Loire, Nièvre et Bertrange et animatrice de l'émission Toute petite ma poubelle sur RCF à propos de la recyclerie de la Charité-sur-Loire. La recyclerie, c'est une zone de détournement de 60 mètres carrés à la déchetterie qui permet de stocker tout ce qui arrive en bon état et donc d'éviter qu'ils finissent dans les bennes et qu'ils soient jetés. Et ensuite, tout est revendu à petit prix, c'est en libre service et l'argent est reversé à l'association à l'écoute qui, elle, le reverse dans le milieu social pour aider les personnes en difficulté localement. Les repères cafés sont également une façon de lutter contre le gaspillage, comme nous l'explique James Niblo, professeur d'anglais, qui est l'initiateur du repère café de la Charité-sur-Loire. J'ai organisé une réunion dans une bar à la Charité-sur-Loire et j'ai rencontré là Armand qui est maintenant notre réparateur en chef, si vous voulez, qui a des années d'expérience. On a commencé comme ça. L'idée de le repair café, c'est pas de venir déposer les objets et partir aller faire des courses, par exemple. L'idée, c'est d'apprendre comment c'est possible à réparer des choses, comme dans le temps quand on a fait, et aussi pour partager un moment ensemble. On a maintenant aidé à peu près 48 personnes pendant l'année qui est passée. Maintenant, on a 2-3 réparateurs aussi dans les vélos, les électroménagers et aussi pour les vêtements. Et c'est tout à fait convivial parce qu'on rencontre toutes sortes de gens et c'est vraiment c'est un bon moment. James a toujours été passionné par la nourriture. Alors quand il est arrivé à La Marche en 2011 avec son épouse française, il a tenté de convaincre les habitants de faire pousser des légumes dans des bacs devant chez eux et de les laisser à disposition de tous en s'inspirant du mouvement des incroyables comestibles. Et puis il a organisé 3 fêtes de l'abondance. Les gens sont venus avec le légume, on a eu les poireaux, les betteraves, les noix, les pommes, les courgettes. Quand les gens ne peuvent plus manger les courgettes parce qu'ils ont trop. Et en fait, on a tous partagé, on a partagé aussi une verre ensemble et c'était tout à fait sympa. Oui, le maître mot est lâché, c'est le partage. Et là, nous sommes dans le 3e pilier de la permaculture. Et ce partage
ici de nourriture, trouve sans aucun doute son plein épanouissement dans le partage de savoir que sont les chantiers participatifs. Nous allons maintenant écouter Marion Bertin, qui a autoconstruit sa maison en paille à Montigny-les-Amognes. D'un seul coup, les bottes devenaient légères, tout se faisait. Et voilà, la magie du chantier participatif, bien pensé, bien organisé, avec les personnes qui savent ce qu'elles font, avec des personnes qui sont là, qui sont volontaires et qui sont à l'écoute, qui sont vraiment là aussi pour apprendre, mais pour rendre service. Donc on a un état d'esprit qui se crée sur place, qui fait que d'un seul coup, les choses deviennent possibles. Il y a des gens qui veulent découvrir la terre, d'autres qui veulent découvrir la paille, d'autres qui veulent juste se retrouver avec d'autres personnes pendant leurs vacances. Enfin, il y a des choses, vraiment des profils très divers, et tout ça, ça fait des ambiances chaque semaine très différentes. Bien qu'engagée dans des associations et même au conseil municipal, Marion se sentait impuissante jusqu'à ce qu'elle se lance dans ce projet de construction en paille. J'ai rencontré des personnes qui ont nourri les questionnements que j'avais à ce moment-là et qui m'ont aidé à sortir du sentiment d'impuissance, parce que là, on agissait concrètement. On agissait sur notre quotidien, on agissait sur notre habitat, on agissait sur des groupes qui étaient constitués, qui s'entraidaient les uns les autres. C'est du gagnant-gagnant, contrairement à la société dans laquelle on vit, qui nous encourage à être les uns contre les autres, à être dans la compétition permanente. L'éducation, l'enseignement sont au cœur de la permaculture. Il existe beaucoup de formations, notamment sur le design. C'est quoi ça ? Oui, c'est dommage d'utiliser un mot anglais sous prétexte qu'il n'y aurait pas d'équivalent français. Disons que c'est le projet, le dessin dans le temps de ce qu'on veut réaliser. Le design est totalement basé sur l'observation et la réflexion. Marion a longuement mûri son projet avant de passer à l'acte. Mon terrain, il devait être au bord d'une route où il y avait un transport public. Il y avait l'idée d'être bien orienté par rapport au soleil, parce que l'idée c'était de bénéficier de l'énergie solaire. Il y avait la question d'être pas loin d'un bourg, parce que c'était pas non plus l'idée d'aller faire du mitage dans la campagne, mais de se rapprocher aussi des villages et des bourgs existants, avec cette idée de voisinage et d'habiter avec non seulement l'environnement naturel, mais l'environnement humain, avec les personnes qui sont là. Agir, autoconstruire, faire son jardin, c'est reprendre sa vie en main, être plus autonome, et c'est très satisfaisant. Aujourd'hui, Marion est bien dans sa maison, pleine des énergies de tous ceux qui ont participé, heureuse d'avoir été au bout de son projet, consciente aussi de ce que cela peut avoir de dérangeant. Ces choix qui sont faits de faire autrement, pour certains, ça peut être perçu comme une menace, parce que on va à l'encontre de la société marchande qui s'impose, qui écrase, qui oppresse. Il y a Notre-Dame-des-Landes, par exemple, qui était une menace et qui est réprimée violemment. Mais même dans nos sphères de vie quotidienne, on est tous pris. La publicité, ça nous matraque quotidiennement. Il y a tout un tas de forces, en fait, qui nous obligent quasiment à aller dans un sens d'une société qui, en même temps, nous rend malades, nous oppresse, nous stresse, nous empêche de vivre les uns avec les autres, nous coupe de nos voisins, nous coupe de la terre parfois, parce qu'il faut aller acheter plutôt que de bénéficier des choses qu'on peut produire les uns les autres, pas forcément que tout seul dans son jardin. Notre-Dame-des-Landes est en train de devenir un symbole. Depuis quelques années, la notion de commun fait son retour. Il s'agit de concevoir des formes d'organisation selon lesquelles la propriété ou les droits d'usage sont collectifs. Un peu partout se construisent des éco-hameaux. Il y en a même un projet en Nièvre où le vivre ensemble n'est pas une expression vaine. C'est ce qu'on appelle de la permaculture humaine, c'est-à-dire créer un écosystème humain basé sur la coopération, l'autonomie et la solidarité. Et ces nouvelles manières de vivre sont plus résilientes, donc plus résistantes face aux imprévus. Évidemment, dans une société où tout passe par l'individualisme, la compétition et la consommation à outrance, cela fait peur. Et la solution choisie au Larzac, une gestion collective des terres qui avait été acquise par l'armée, fonctionne bien. Mais la crise a refermé le monde. La permaculture fournit un beau modèle pour le réouvrir à des horizons plus sereins. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses sur la permaculture. Avant de clore cette émission, des dates importantes pour votre agenda. Ne manquez surtout pas la journée Jardiner autrement, organisée par notre amie Geneviève le 29 avril à Germigny-sur-Loire. Et d'ailleurs, Daniel y animera un débat sur les énergies alternatives. Et une autre annonce à Montigny-les-Amognes, avec le troc-plante organisé par la Convergence des Huttes.
C'est aussi l'occasion de partager d'autres savoir-faire, de réparer une bicyclette, de construire une cabane à hérissons, etc. D'être toujours dans la permaculture. Et c'est le 8 mai. Et oui, et c'est magnifique toutes ces choses qui se passent pas loin de chez vous. Vous retrouverez toutes les références des livres dont nous avons parlé, notamment ceux de Karine Maillot qui sont parus aux éditions Terre Vivante, et les sites internet que nous avons consultés sur la page de l'émission Planète Nièvre. N'hésitez pas également à nous écrire à planètenièvre@netcourrier.com. Et merci à Olivier et Nicolas à la technique.